président Emmanuel Macron a reçu mercredi 18 novembre les membres du Conseil français du culte musulman pour leur demander de mettre en place un Conseil national des imams, une sorte de conseil de l'ordre chargé entre autres d'attribuer aux imams une carte de validation qui leur permettra d'exercer leurs fonctions et, le cas échéant, de leur retirer cette carte. Une charte des valeurs républicaines va être rédigée et signée par tous les membres du CFCM pour réaffirmer leur attachement aux valeurs de la République. Une charte éthique et déontologique fixera également les règles et les valeurs que devront respecter les imams. Parmi ces règles, l'interdiction de professer des opinions politiques. Alors, que faut-il penser au juste de ce Conseil national des imams? Cette initiative va-t-elle régler le problème de l'imama en France ou va-t-elle créer d'autres problèmes? Pour en débattre sur Mizan TV, nous recevons aujourd'hui Amar Lasfar, président de la Fédération musulmane de France, l'une des 9 fédérations qui siègent au CFCM et qui ont voté à l'unanimité cette proposition de Conseil national des imams. Tarek Obrou est aussi avec nous. Alors, je rappelle que vous êtes imam de la Grande Mosquée de Bordeaux. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur l'islam. On citera Appel à la réconciliation, Foi musulmane et valeurs de la République française aux éditions Plomb. Et vous intervenez régulièrement dans le débat public sur l'islam. Enfin, nous recevons aussi Ousmane Timéra. Vous êtes conférencier, vous êtes également écrivain et l'auteur de l'ouvrage Lire le Coran, approche coranique du Coran et de sa méditation au-delà de l'exégèse et de l'interprétation. Alors, ma première question sera pour vous, Amar Lasfar. Alors, je le disais, votre fédération a voté cette demande du président de la République de mettre en place ce Conseil national des imams. On s'en souvient, le président Macron, au moment de son discours aux Mureaux sur les séparatismes, avait notamment déclaré cette phrase « C'est une pression immense que nous allons exercer sur eux », donc les membres du CFCM. Aussi, Monsieur Lasfar, ma question sera la suivante. Est-ce que votre fédération, et d'ailleurs l'ensemble du CFCM, puisque c'est l'ensemble du CFCM qui a validé cette initiative, est-ce que le CFCM avait réellement le choix de refuser cette initiative du président de la République? Non, le CFCM n'avait pas le choix. N'avait pas le choix, bien sûr, suite à la pression qui a été exercée, tu viens de le dire, mais en même temps, n'avait pas le choix parce qu'il a trop tardé. Il faut dire que ce dossier, le dossier des imams, est un dossier, est une des prérogatives du Conseil français du culte musulman. Depuis sa mise en place en 2003, ce dossier a fait partie sous forme de commission à côté des autres dossiers. Donc les mosquées, les imams, le discours, l'abattage rituel, les carrés musulmans, l'aumônerie, etc. Malheureusement, le CFCM a tardé et a perdu beaucoup de temps dans quasiment, j'allais dire, presque tous les dossiers. Là, la pression, mais au sens positif du terme, quoique il y a beaucoup qui ne partagent pas justement le mot pression, mais la pression qui a été faite par le gouvernement sur le CFCM a conduit ce dernier à activer les pas et à réunir les fédérations. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil national des imams, c'est d'abord l'œuvre des fédérations. S'il n'y avait pas un consensus, un accord au préalable, on n'aurait pas trouvé aujourd'hui ce conseil. Donc le CFCM s'est entouré des fédérations, de quasiment toutes les fédérations fondatrices, il faut dire, et nous avons travaillé et on a présenté la première copie, notamment au président de la République le mercredi dernier. Il n'est pas encore complète, il n'est pas encore finalisé, d'où une autre réunion entre nous le samedi prochain, demain, c'est-à-dire le 28, où on va finaliser notamment sur le côté des critères. Sur les critères, il y a un certain nombre de choses à mettre en place parce que le premier jet parlait des critères parfois qui ne laisse la chance à aucun imam d'être certifié, ni agréé, ni conférencier, ni prédicateur. Par exemple, l'apprentissage du Coran par cœur. C'est une question qui se pose. Aujourd'hui, c'est une tradition purement maghrébine, encore Maroc-Algérie. Mais dans quasiment tout le monde, dans le monde entier, on exige bien sûr une partie non négligeable de la mémorisation du Coran avec ses sciences, mais on n'exige pas la totalité. D'accord. Donc, selon vous, cette méthode qui consiste à faire preuve d'un volontarisme parfois excessif, jugeront certains, ou d'une pression, serait une méthode nécessaire
est indispensable étant donné je ne sais pas, la personnalité ou je ne sais pas à quoi l'attribuer, mais étant donné les acteurs en présence du culte musulman. C'est un peu ce que vous pensez, non? Non, 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 dans ce cas particulier, mais quand même, je vais cultiver cette soumission à l'autorité politique, hein. Il faut dire que le politique, c'est le politique, le religieux, c'est le religieux. Mais ils se retrouvent dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de la communauté concernée. Moi, je dis que si le CFCM, avec sa composition actuelle, a fait le travail, on n'aurait pas aujourd'hui reçu une pression d'un président de la République et d'un ministre de l'Intérieur qui a placé le sujet, moi je concède volontiers cette idée qui consiste à dire que nous avons posé la question de l'imama, des imams, des mosquées, de la structuration de l'islam dans un cadre de combat contre le terrorisme. Ce que nous ne partageons pas. On doit tous être au combat contre le terrorisme et toutes les idéologies qui mènent et qui cultivent le terrorisme, mais il n'y a pas de rapport, à notre sens, il n'y a pas de rapport entre le temps perdu ou le temps à rattraper au sein de la structuration de l'islam de France et puis le contexte que nous avons vécu dernièrement. Aussi, nous n'avons pas aussi trouvé de corrélation entre le mot séparatisme qui a été à un moment donné avancé, notamment au mois de février à Mulhouse, et la situation de l'islam de France. Moi, le lendemain de la prononciation du mot séparatisme, Dieu merci, on l'a retiré, on l'a mis de côté, mais ses effets sont encore là. Je me suis adressé aux miens, notamment aux membres de Musulmans de France. Je leur ai dit, vous n'êtes pas concernés par ce discours. Et à travers les membres de Musulmans de France, je pense que les musulmans, dans leur immense majorité, ne sont pas concernés par le discours du séparatisme parce que nous avons cultivé le discours citoyen. Nous avons cultivé l'appartenance citoyenne à la France et depuis quasiment des années, à travers le Bourget, à travers les colloques, à travers les rencontres que nous organisons. Et nous pensons que les musulmans ont traversé, je pense, ont traversé beaucoup d'obstacles, mais en fin de compte, aujourd'hui, ils sont d'abord des citoyens dans l'espace public. Et après, ils ont leur particularité de pratiquer un culte qui est le leur. Alors, Tarek Oubou, vous faites partie de ceux qui ont critiqué ce projet, à tout le moins la méthode de ce projet. Vous avez notamment critiqué le fait que le Conseil national des imams soit imposé par le haut, on en a parlé, et que les imams n'aient pas été consultés. Vous estimez aussi que ce ne sont pas aux fédérations, aux présidents de fédérations de déterminer les critères de validité de l'imama, et vous regrettez de ne pas avoir été consulté à l'instar d'autres imams. Alors ma question, Tarek Oubou, et de savoir est-ce que votre critique est seulement une critique sur la forme, la méthode, ou bien est-ce que vous critiquez également le fond de cette initiative, c'est-à-dire à la fois ces principes, en gros qu'on serait dans une rupture laïque. Voilà, donc est-ce que c'est davantage une critique sur la forme ou une critique également sur le fond? Écoutez, tout d'abord, ma critique elle est constructive dans le sens où elle est le fruit d'une réflexion sur l'institution représentative de l'islam dans un régime sécularisé. Ce qui manque à cette construction, c'est une pensée fondamentale. Je regrette cet islam inscrit dans l'action en abstraction faite d'une réflexion théologico-canonique fondamentale sur les spécificités de l'institution représentative de l'islam ici et maintenant en Occident. Donc on est dans une action purement technique aux dépens d'une réflexion profonde. Je ne dis pas qu'il faudrait arrêter l'action pour mener la réflexion, mais il faut faire les deux mouvements parallèles. On est dans l'action, on est dans la construction. Je suis quelqu'un de très réaliste. D'ailleurs, je me nourris de la réalité. Je travaille sur d'ailleurs la théologie de la réalité, l'épistémologie de la réalité pour construire un islam intelligible, audible à travers ses institutions, mais pas seulement à travers son discours. Il faut que cette institution porte un projet. Ce projet n'est pas lisible.
il n'est pas intelligible. De quel islam s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que le culte? Qu'est-ce que c'est que le religieux? Qu'est-ce que c'est que l'institution temporelle de gestion du culte? Qu'est-ce que c'est que le ministère du culte? Qu'est-ce que c'est qu'un financement du culte, etc., etc. Bon, je suis un des acteurs, bien sûr, de cet islam de France, mais je pense que l'action exige également une certaine réflexion. Et je voudrais une autonomie de cette institution imamique pour qu'il ne soit pas subordonné à l'administration, subordonné au financement pour pouvoir permettre la créativité des acteurs et des théoriciens du discours, de la théologie, du droit canon, de l'éthique musulmane dans un contexte laïque. Je pense que l'imam, même s'il est dans une structure, il faut que, intellectuellement parlant, il faut que cette institution de l'imama ait une visibilité indépendante par rapport au CFCM, en travaillant avec lui, mais en travaillant également avec l'autre bras financier qui est la MIF, et de travailler en 3 pièces dans une interdépendance, mais avec une autonomie. Oui, la MIF qui est assez critiquée également, étant donné que c'est une initiative personnelle à l'origine, mais bon, je vais Elle est pas… intégrée, elle est intégrée dans le processus actuellement. Alors, en fait, ce que je voulais vous demander, Tariq Obrou, c'est de savoir si, enfin, comment vous expliquez finalement cette position du gouvernement qui a pu court-circuiter, parce que on sait que des initiatives comme le Conseil national des imams de France, dont je crois vous soutenez également la démarche, et bien finalement dans cette méthode du gouvernement qui consiste à imposer un peu par le haut ce Conseil national des imams sans réflexion, comme vous le disiez, sur les différentes dimensions de l'institution, de la fonction de l'imam, etc. Comment vous expliquez finalement cette attitude du gouvernement ou du président de la République? Est-ce que pour vous c'est dû à un manque de connaissance finalement de ces réalités-là, malgré le fait qu'il y a un bureau des cultes, qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent sur ces dossiers-là? Vous-même, vous êtes en dialogue, dans un dialogue public avec les autorités de ce pays. Donc, comment vous expliquez finalement cette volonté-là de prendre des raccourcis ou voilà, en tous les cas de ne pas tenir compte un peu de ce que vous proposiez? En tout cas, j'ai fait savoir ma position aux autorités. Ils sont conscients de la difficulté, de la fragilité de CFCM. Ils sont conscients de la fragilité du projet. Ils essaient de l'élargir à d'autres perspectives éventuelles. Rien n'est arrêté définitivement. Je pense que ce projet il est en cours et en mouvement. J'espère qu'il va réussir, qu'il va évoluer. Je ne suis pas quelqu'un qui fait obstacle à de tels projets, mais j'insiste sur l'indépendance de l'institution imamique. Théologiquement parlant, je n'admettrai jamais la subordination du religieux par rapport aux politiques ou à l'administration. Le paradoxe, c'est que même on est dans un régime laïque dans lequel on veut imposer une forme de sécularisation sauvage au sein de l'institution représentative du culte. C'est-à-dire qu'il y aurait l'administration qui va subordonner, qui va nommer des gens qui sont le cœur palpitant de cet islam, c'est-à-dire les penseurs et les docteurs et les pasteurs, justement, du culte musulman. Je pense qu'il y a un mépris de l'imam en général, on le connaît, on le sait tous. Il y a un mépris, il y a une culture du mépris de l'imam, du religieux, toujours subordonné, toujours marginalisé. Et moi, je défends une certaine dignité des imams. Je ne dis pas que les imams sont des anges, ils ont leurs problèmes à l'image de leur communauté, mais le fait de leur donner cette responsabilité de se constituer en tant qu'institution imamique, je pense qu'il leur incombe en premier chef. On ne peut pas demander aux avocats de constituer un ordre des avocats sous l'égide des juges. C'est aux avocats de se faire leur propre ordre. L'accréditation d'un imam ne pourra venir que d'un imam comme lui, et pas d'un laïc ou d'un administrateur ou d'un président d'association, sauf si le président de l'association est lui-même imam. D'accord.
Ousmane Timéra, on l'a évoqué, les conditions de création de ce Conseil national des imams, d'ailleurs, ne sont pas sans rappeler, dans une certaine mesure, celle du CFCM lui-même en 2003 avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que finalement, est-ce que nous n'assistons pas une nouvelle fois à une rupture laïque du gouvernement français dans sa gestion de l'islam, puisque nous avons un président de la République qui dicte à une institution religieuse, ou en tous les cas qui lui incombe de créer cette institution et de lui dicter un peu sa ligne de conduite, pardon. Le sociologue Franck Frégosi parlait à ce sujet de la volonté du président de créer de toutes pièces un clergé musulman. Est-ce que pour vous, cette attitude traduit ou trahit une forme de rupture laïque et est-ce que selon vous, cette rupture serait spécifique à l'islam ou bien l'aurait-on observé également avec les autres cultes? Pour répondre à votre question, je pense que la réalité est assez éloquente et criante. On n'a pas ce genre de discours pour le catholicisme, nous n'avons pas ce discours pour le protestantisme, nous n'avons pas ce discours pour le judaïsme. On pourrait nous dire que oui, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont ici. Que nenni, on parle au niveau des principes et au niveau de ce qui est légal. La France a décidé, à bon escient, de mettre en place une loi de séparation, non pas de la religion et de la politique, mais de l'Église et de l'État. Il faut bien faire attention. Et de ce fait, l'État n'a pas à intervenir dans les affaires religieuses d'une communauté particulière, de même qu'une communauté particulière ou une institution particulière religieuse n'a pas à intervenir dans les affaires de l'État. Et ce, afin de protéger à la fois les religions ou les communautés religieuses et en même temps les citoyens dans leur rapport avec l'État. Tel est l'esprit. Très bien. Quand un président dit qu'il va mettre la pression à une institution religieuse, il contrevient à la loi. Et si j'étais un des responsables du CFCM, j'aurais dit à M. Macron, mêlez-vous de vos affaires. Heureusement, je ne suis pas responsable, donc je comprends aussi pour quelles raisons est-ce qu'ils sont obligés d'avoir les mots, les termes diplomatiques qui leur permettent de pouvoir, aller dans un sens qui ne crée pas de conflit. Mais la vraie réponse qu'il aurait fallu dire à M. Macron et au personnel politique, c'est mêlez-vous de vos affaires. Est-ce que le contexte, Ousmane Timéra, est-ce que le contexte des attentats, malgré le fait qu'évidemment il n'y ait pas de lien entre la question du culte musulman et la question du terrorisme, ça c'est quelque chose qui semble avéré, mais malgré tout, ce contexte-là, est-ce que ce contexte n'a pas joué un rôle de pression psychologique sur les acteurs du CFCM et qui expliquerait un peu ce que vous disiez? Les acteurs du CFCM, comme les acteurs religieux de manière générale, je m'exprimerai après sur cette question de l'importance que l'on donne aux imams. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette importance donnée aux imams. C'est une forme de cléricalisation de l'islam, mais on pourra en parler. Mais les acteurs du CFCM ont un gros problème. Ils n'ont pas de légitimité au niveau de la population et donc sont nus et fragiles face à l'institution de l'État et au groupe de pression. Ils n'ont pas de légitimité. Et l'État est au courant de cela. Les acteurs, en tout cas politiques, le savent. Et ils ont tout fait pour que le CFCM agisse dans ce sens-là. D'une part. D'autre part, il y a une gestion coloniale, il faut dire les choses telles qu'elles sont, des musulmans. Parce que l'attitude de l'État vis-à-vis et de la classe politique vis-à-vis de l'islam et des musulmans est l'exacte reproduction de ce qui se passait sur les territoires coloniaux. On a l'histoire, on a étudié et on a un passé. On sait très bien comment les choses se passaient. On faisait en sorte toujours que le représentant musulman ne soit pas légitime et qu'il ne soit pas issu des populations musulmanes elles-mêmes. Moi, je suis en position de le dire, je n'ai aucune responsabilité associative et je n'ai aucune ambition dans ces domaines-là. C'est une gestion coloniale, c'est une mise sous pression inadmissible et qui contrevient aux valeurs de ce pays. Par ailleurs, la responsabilité des gens du CFCM et des différents leaders musulmans est la leur aujourd'hui lorsqu'ils continuent à vouloir gérer les musulmans
à l'aune des intérêts des pays étrangers. Le CFCM, ce n'est pas autre chose que cela. C'est une délégation de la part de l'État de la gestion du culte musulman aux pays étrangers que sont l'Algérie, que sont le Maroc, ou que sont les fédérations d'obédience idéologique, ou que sont des pays comme la Turquie. Il y a une contradiction fondamentale entre le discours qui dit qu'il faut un islam de France d'une part, sans donner la possibilité d'émergence des acteurs musulmans français eux-mêmes pour pouvoir gérer leur organisation, et une volonté en même temps de continuer à laisser des pressions étrangères s'exercer dans le pays, tout en se servant de ces pressions étrangères pour dire qu'ils ne sont pas encore intégrés. Donc on crée le problème en fait que l'on dit régler pour justifier ensuite une mise au pas et une mise sous contrôle. Pour la question des imams et pour la question de la sécularisation, on pourra en discuter. On y reviendra, oui. On pourra y revenir. Mais il y a une question démocratique, une question de diversité. Il faut qu'il y ait une diversité des courants et une diversité des communautés musulmanes. Ce n'est pas normal que ce soit la communauté maghrébine qui gère l'islam de France d'une part, et ce n'est pas normal que ce ne soit pas des personnes issues de la France et surtout d'une génération nouvelle, ce propos a été déjà tenu par ailleurs, qui ne puissent pas Alors, on va poser la question à Marl Asfar et aussi à Tarek Obrou. Messieurs, comme le rappelait Ousmane Timéra, le président de la République avait annoncé comme l'un des objectifs de ce Conseil national des imams de mettre fin à la tutelle de l'islam français ou en France vis-à-vis des pays étrangers, que ce soit une influence financière, institutionnelle ou politique. Or, évidemment, une grande partie des fédérations aujourd'hui qui existent dans le CFCM sont liées historiquement ou émotionnellement, je ne sais pas, à des pays étrangers. Donc on a une nouvelle contradiction, contradiction sur le principe de laïcité, contradiction sur les objectifs annoncés par le président de la République. Est-ce que cet objectif finalement de mettre fin à une tutelle avec les pays étrangers, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable à court terme, étant donné l'historique de l'islam en France, ou est-ce qu'il faudra davantage de temps? Voilà. Quel est votre avis là-dessus? Écoutez, c'est facile de dénoncer quand on n'a pas une chapelle, comme on dit, quand on n'a pas une structure, quand on n'est pas chargé de militer, tout simplement, parce que moi, je me définis comme un militant pour une cause musulmane, et je suis élu pour ça. Et je pense qu'on est censé se compléter. Bon, des intellectuels, ceux qui n'ont pas de responsabilité au sein de la communauté, on a besoin justement de leur réflexion. Mais ils ne peuvent pas éternellement nous donner des leçons dans la façon de faire. Parce que quand vous êtes un interlocuteur des pouvoirs publics, un représentant de ceux qui vous ont élus, mais vous êtes aussi un interlocuteur du pouvoir public. Donc vous serez amené à traiter, à parler, à travailler ensemble. Le ministre de l'Intérieur, on oublie souvent, c'est le ministre du culte. Quand je dis le ministre du culte, pas au sens moyenâgeux du terme, il ne s'agit pas dans le culte, mais l'organisation du culte, c'est une de ses prérogatives. Quand j'entends justement le mot l'indépendance, qui parmi les musulmans ose dire que moi je veux être dépendant de telle ou telle structure politique? Non, mais il y a dépendance et il y a le travail en commun. L'accréditation qui a été avancée aussi, le mot accréditation, un imam ne doit être accrédité que par un imam. C'est pour cela que le Conseil national des imams, il y a 9 imams conférenciers, c'est-à-dire le dernier, comment on appelle ça, le dernier niveau, le 3e niveau de l'imama, ou des savants, des sachants qui vont siéger dans ce conseil et qui vont justement accréditer les imams. La légitimité du CFCM, je m'excuse du terme parce que moi je suis dedans. Nous sommes légitimes, cher monsieur Othman. Nous sommes légitimes au sens des urnes. Il y a des élections qui s'organisent. Donc on peut tirer cette ligne et dire que tous les pouvoirs démocratiques du monde entier ne sont pas légitimes parce qu'ils n'ont pas mobilisé tout l'électorat. À un moment donné, premier scrutin 2003, sur 2600 mosquées, 1800 ont participé. C'est vrai, on baisse, et c'est une tendance généralisée dans toutes les démocraties du monde. Il y a de moins en moins de votants. Mais au dernier scrutin, il y avait quelques 1400, 1500 mosquées qui se sont mobilisées. Dire que ce n'est pas représentatif, peut-être
à Avant ça, il y a eu l'unanimité. une critique sur les critères, pardon de vous interrompre, il y a quand même eu des critiques sur les critères, notamment à l'espace, à la superficie des mosquées qui déterminerait le nombre d'électeurs. Donc, on peut quand même émettre des critiques sur les Tout, conditions de ces scrutins. tout est critiquable, mais à un moment donné, il fallait trouver ce qu'on appelle des critères objectifs. En 1999, on a arrêté un critère qui est le mètre carré. Peut-être c'est le mauvais, mais en tout cas, il nous a permis justement de sortir et de pouvoir, c'est des critères, ce n'est pas des versets coraniques. Encore même les versets coraniques, on les lit, comme dit toujours Tarkobro, on les lit avec les yeux des vivants. Mais on a trouvé un critère. On peut le critiquer et nous sommes les premiers à dire que cherchons d'autres critères plus objectifs. Moi, je reviens justement au conseil qui nous occupe justement le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous est demandé de mettre en place une structure, d'ailleurs qui n'est pas déclarée, qui n'est pas, il est adossé au CFCM. Hein? Donc, pour pouvoir régler cette question de ce qui se passe dans les mosquées, nous sommes tous d'accord qu'il y a au sein de notre communauté, l'immense majorité de nos imams ne les garantissent. J'en sais quelque chose parce que je sillonne au même titre que mes amis, je sillonne la France et je sais que l'immense majorité de nos imams font l'affaire. Mais il y a quelques brebis galeuses. Il y a justement des imams entre guillemets autoproclamés. Il y a des imams qui ne méritent pas justement d'exercer. Là, je partage justement l'avis de Tarek sur un certain nombre de choses. Et pour montrer tout ça, j'ai dit au président de la République, Monsieur le Président, le jour où le Conseil procédera justement à son travail d'habilitation, et non pas de labellisation, le mot labellisation a été utilisé une fois ou deux fois, mais d'habilitation et de certification, vous allez voir, Monsieur le Président, que l'immense majorité de nos imams en France vont avoir justement la certification haut la main. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils font l'affaire. Ça veut dire que le discours qui est propagé dans nos mosquées, ce n'est pas un discours dangereux pour la République. Il n'y a pas, en d'autres termes, il n'y a pas de radicalisation, il n'y a pas d'islam politique, il n'y a pas justement d'intégrisme au sein de nos mosquées. Cherchons ailleurs, notamment sur la toile. Tarek Obrou, est-ce que vous considérez que cet objectif de mettre fin, est-ce qu'il existe une tutelle déjà? Est-ce que vous, qui connaissez cette communauté musulmane tout de même, est-ce que vous considérez qu'elle est sous tutelle ou qu'il y a une tutelle des pays étrangers sur cet islam-là, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible de s'en extraire à court terme ou à moyen terme? Vous savez, l'islam de France, il est encore marqué par ses origines ethniques et anthropologiques. L'islam de France, dans le sens acculturé, n'est pas encore mis en œuvre théologiquement parlant et intellectuellement parlant. C'est-à-dire, nous greffons dans la civilisation occidentale un islam enveloppé par les cultures d'origine. Il n'est pas encore émancipé par rapport aux déterminations originelles, politiques, nationales, ethniques et même théologiques et doctrinelles, puisque nous importons la théologie médiévale et le droit canon des pays d'origine pour pouvoir les bricoler ici et maintenant. Moi, c'est en vérité le fond du travail que je mène. Et c'est essentiel au-delà des structures, parce qu'une religion ne peut pas être réduite à une institution religieuse qui représenterait le culte. L'islam, il dépasse les structures. D'ailleurs, nous sommes dans un état de droit, rien ne m'empêche de m'organiser en dehors de CFCM. Nous sommes dans un état de droit, je peux construire une mosquée, je peux désigner mon imam par moi-même. Le droit, il s'impose au président de la République, à l'État, à toute la nation. C'est-à-dire qu'on le sait, dans toutes les autres religions, les institutions représentatives ne représentent pas tous les fidèles. Donc, il y a un état de droit qui nous permet de s'organiser en dehors des institutions officielles. Mais moi, je suis personnellement impliqué dans les différentes dimensions de cet islam réel, mais en même temps, travaillons sur une théologie parce que je pense que l'islam ne doit pas être confisqué par une génération déterminée par ses origines. Moi-même, je suis d'origine marocaine, même si ma culture
et marocaine, j'essaie de penser l'islam pour les générations futures et jeter les bases pour un islam acculturé et pas seulement adapté au droit français. Parce que la logique de la religion, ce n'est pas la logique de la politique. Le temps spirituel, ce n'est pas le temps politique. Nous devons mener ce travail. Mais en même temps, la réalité nous rattrape. La République a toujours été volontariste. Nous sommes dans une République un peu particulière. Et il a fonctionné avec un volontarisme, bonapartisme dont les traces, nous le vivons aujourd'hui dans l'initiative de l'État actuel. C'est un État interventionniste et donc égalitariste, ce qu'il a fait avec l'Église catholique, avec les Juifs, etc. Il veut le refaire avec les musulmans, sauf qu'on est sous le régime de la Ve République. C'est ça un peu le problème. On a gardé les réflexes de la Troisième République dans une Ve République. On veut intervenir, on veut forcer, même si l'État n'intervient pas dans le contenu théologique de l'institution représentative de l'islam. C'est aux musulmans d'avoir l'intelligence et l'éthique, parce qu'il faut une éthique également. Il faut avoir le souci de travailler un islam commun, de travailler sur un corpus doctrinal commun. C'est une réflexion préalable à toute institution religieuse, notamment celle des imams. Et donc, moi, je critique, mais je construis en même temps, même si je sais que théologiquement parlant, l'islam n'a besoin d'aucune institution religieuse représentative. C'est-à-dire que le régime théologique de l'islam, il est individuel. C'est une religion du livre, il n'est pas une religion ni d'église ni d'un peuple. Donc nous sommes véritablement dans une théologie particulière, sauf que la réalité républicaine nous intime, nous oblige quelque part à inventer l'institution représentative. La pression, oui, mais avec l'intelligence également et l'indépendance. Ousmane Timéra, Tarek Obrour rappelait que l'islam ne se réduit pas à une institution religieuse ou cultuelle, mais que finalement, il existe aussi une dimension de la pensée, de la vision, de la réflexion. Vous qui travaillez un peu aussi également dans ce domaine, quel doit être le rôle selon vous aujourd'hui des intellectuels musulmans dans justement ce processus soit d'institutionnalisation de l'islam, soit de structuration de sa pensée en France, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il existe un risque tout de même de voir une institutionnalisation qui se ferait sous la férule et l'égide d'un pouvoir politique, quel qu'il soit. On critique la tutelle des pays étrangers, mais disons qu'une forme d'autoritarisme interne serait tout aussi problématique. Donc, quel doit être, selon vous, le rôle et la place des intellectuels musulmans dans ce processus? Il doit être celui de tout penseur, c'est-à-dire une contribution intellectuelle en vue d'éclairer sur les enjeux. D'ailleurs, d'abord de faire un bon diagnostic quant aux enjeux dans lesquels nous nous trouvons d'une part, et d'autre part de proposer des pistes de réflexion qui soient à la fois sur le long terme et sur le court terme. Il s'agit aussi d'être pragmatique. Mais il y a deux éléments. Sur le plan théologique, il y a un travail effectivement à faire. Et là où je suis tout à fait d'accord avec le cheikh Obro, c'est que nous sommes dans une pensée islamique qui est d'abord mobilisée autour de l'action concrète. Action concrète qui, ensuite, avec le temps, on se rend compte qu'elle est mauvaise. Et donc, ça génère encore une action concrète. Et c'est comme ça qu'on véhicule des erreurs génération, parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter des penseurs ou de penser la stratégie à long terme. Ça, c'est un premier élément. Cependant, toujours sur le plan théologique, je ne pense pas qu'une religion qui part du principe qu'il faut relier, il faut prendre en considération le monde de l'ici-bas, et c'était ce qu'on reprochait à l'époque médiévale au prophète Mohammed et à l'islam. On leur reprochait le fait que leur religion n'est pas une religion parce qu'elle donne une importance au monde d'ici-bas. Donc c'est à cette religion que l'on demande de se séculariser, c'est-à-dire de prendre en considération le monde, parce que la sécularisation, c'est cela en fait, vis-à-vis de la tendance catholique de nier le corps et de nier ses besoins et de nier l'ici-bas au profit de l'au-delà. L'autre tendance a été de dire non, il faut prendre en compte l'ici-bas, le séculaire. Pour l'islam, la question de la sécularisation sur le plan théologique n'a pas de sens.
Donc, c'est pour ça qu'il faudrait d'ailleurs que nous ayons une discussion profonde avec notre Cheikh Tariq Oubrou sur le plan philosophique et des paradigmes, sur quel sens, effectivement, inventer une pensée musulmane, car la pensée musulmane n'est pas le Coran, c'est à nous de le créer, mais qui soit fidèle au projet de l'islam et aux véritables besoins de la société actuelle et des musulmans. Le problème de l'islam des musulmans n'est pas un problème de gestion du culte. Le culte se gère lui-même déjà. Ça fait des années qu'il y a des mosquées. Le problème, effectivement, c'est une pensée innovante réformée qui permette une pleine participation des musulmans à la civilisation. Oui, ça, effectivement, il faut faire un travail dans ce sens-là. Mais nous avons la chance d'avoir une religion où les questions de culte ont été réglées dès le départ. Nous n'avons qu'à inventer des structures et une pensée nouvelle. Pour maintenant, le côté, on va dire, légitimité. Mon propos n'est pas effectivement comment dire, d'insulter ou de critiquer ceux qui sont sur le terrain. J'ai moi-même été responsable de structures musulmanes et en même temps de structures associatives. Je sais cela. Le problème, il n'est pas de savoir si on a une chapelle à gérer ou pas. C'est que de fait, le CFCM, dès lors qu'il est sous la férule de l'État et qu'il est à l'initiative de l'État, perd sa légitimité au niveau du terrain. Il faut donc se donner les moyens de renforcer sa légitimité au niveau du terrain pour qu'il soit plus représentatif. Actuellement, les présidents que nous avons autour du CFCM sont toujours les mêmes, à tour de rôle. Où est la diversité religieuse musulmane? Je parle en tant qu'Africain, moi je ne vois pas d'Africains dans le CFCM. Si je suis en tant qu'Asiatique, je ne vois pas d'Asiatiques dans le CFCM. Il y a la Fayaka, il y a comme la Fayaka. La Fayaka sont des cireurs de pompe. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ils n'ont aucune légitimité. Ils ne sont pas là pour se défendre. Donc, je les ai déjà rencontrés. Quand le président de la Fayaka se plaint de la manière dont il est traité, il dit qu'il est traité de manière raciste au sein du CFCM. Il le dit lui-même, il a dit dans un colloque sur l'islam subsaharien à l'université d'Hydro où on m'avait invité. Il l'a dit clairement devant le représentant du ministre de l'Intérieur. Très bien. Donc, quand un responsable politique dit des choses pareilles et qu'il dit qu'il n'a aucun pouvoir et que même le choix des élections, c'est-à-dire sur le mètre carré, a été pensé pour mettre de côté la communauté africaine, c'est ses propos. Hein. Quelle légitimité vous voulez avoir à partir de là? Qu'est-ce qu'il devrait faire selon vous? Il devrait faire quoi finalement? Enfin, ce type d'institution représentative, quelle devrait être son action? Elle doit se fonder sur deux choses. La première des choses, c'est sur le plan théologique, comme l'islam l'indique très bien, en tout cas l'islam sunnite, c'est que nous avons des représentants qui sont élus par la communauté et qui ne sont pas des représentants de Dieu. Leur pensée, leur parole n'est pas parole de Coran ou parole d'évangile. Ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, il faut mettre en place les conditions de cette représentativité, soit par des élections qui permettent à ce que tout le monde puisse participer. Parce que là, on parle des élections, mais ce sont les mosquées, en fait, qui envoient leurs fidèles qui sont soigneusement bien choisis par les imams sur place. J'ai été témoin d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas tous les fidèles d'une mosquée qui vont voter. Ce sont des personnes qui sont choisies préalablement par les imams, selon un certain nombre d'intérêts et enjeux. Donc, la plupart des musulmans ne participent pas à ces élections, d'une part, et d'autre part, le critère de la parité et le critère de la diversité doivent être au préalable établis afin qu'ensuite nous puissions avoir une assemblée de musulmans représentants qui soient diverses, qui soient représentantes de toutes les diversités religieuses et de toute la diversité ethnique, et enfin, à partir de cette assemblée, élire des représentants avec des missions bien définies, avec un mandat clair. Au bout de 2 ans, il y a un bilan, soit on les reconduit, soit on ne les reconduit pas. Cela a été déjà pensé à l'époque de Sarkozy. Sarkozy avait dit, je le cite, l'islam n'a pas besoin de démocratie en France. Donc c'est un choix qui a été décidé, qui a été fait. Ce choix est mauvais, on en voit les conséquences. Enfin, sur la question des imams, il faut effectivement des imams responsables. Il faut aussi un travail au niveau de la formation des imams. Effectivement. Où sont les institutions pour ce faire? Les institutions qui essayent de se faire en France sont systématiquement, quand ça vient des musulmans, systématiquement mis de côté. Je prends l'exemple de l'USH. L'USH où j'ai étudié, on peut tout dire de l'USH, mais ils ont quand même formé un certain nombre d'imams. Où sont ces imams? Pourquoi est-ce qu'ils ne bénéficient pas d'un certain soutien? Alors Pourquoi justement, on ne laisse pas aux musulmans le soin d'organiser la manière dont ils veulent former leurs imams? alors Ça, justement, c'est une question fondamentale. Elle n'est pas réglée parce qu'on ne peut pas la régler au niveau de l'État. Et ça, c'est ma critique au niveau de l'État. D'une part, son intervention empêche les énergies de se réunir. Ça empêche. Moi, je veux bien que l'État intervienne, mais il faut que l'État intervienne de manière intelligente.
de manière à faire participer tout le monde, de manière à ce qu'il y ait plus de démocratie, de manière à ce qu'il puisse émerger des nouvelles énergies. Or, l'État n'intervient que d'un point de vue de faits divers. Il y a un problème électoral en route, ou il y a un problème de faits divers, un attentat qui a lieu, et on a toute une communauté. À partir d'un tel contexte, aucun travail sérieux de fond ne peut se faire. Très bien. Alors, ma dernière question sera pour vous, Amar Lasfar et Tarek Oubrou. Finalement, ce que soulevait Ousmane Timéra était un point important aussi, c'était la question du statut de l'imam. On connaît la précarité du statut de l'imam, le financement, le problème du financement. Il y a aussi la formation de l'imam. Est-ce que le CNI, le Conseil national des imams, sera en mesure de solutionner ces problèmes et sinon, quelles réformes peuvent être proposées justement qui permettraient à une institution, que ce soit le CNI ou une autre d'ailleurs, de permettre une résolution de ce problème, étant entendu aussi qu'il y a une dimension théologique, comme le soulevait Tarek Oubrou, mais là qui relève d'un autre ordre, hein, finalement, ce serait un conseil théologique peut-être qu'il faudrait mettre en place. Mais sur la question du statut de l'imam, est-ce que le CNI aujourd'hui pourra résoudre cette question du statut de l'imam, messieurs? À lui seul, il ne peut pas. Donc, le CNI, à lui seul, il ne peut pas justement faire tout ce boulot monstre. Hein. On parle de 2600 mosquées. Sûrement, chaque mosquée va proposer entre 2 à 3 personnes, dont des hommes et des femmes. Donc, on parle justement de 5000, 6000 personnes, hein, cadres religieux entre les différentes catégories justement des imams. Mais il va s'appuyer sur ce qui se fait. On n'est pas, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'est pas, on n'est pas au stade zéro. Il y a des instituts, dont a parlé justement notre ami Othman. Il y a des instituts, parfois c'est vrai, hein, mais à l'écart, écartés du débat, mais ils sont là, ils forment des imams. Nous en avons, le Château-Chinon, Paris, Al-Ghazali, ici dans le Nord, à Vicenne, et d'autres instituts dans quasiment toutes les grandes mosquées. Celle de notre ami Qabtan de Lyon, donc le centre musulman de la civilisation, etc. Il y a des initiatives. Moi, je pense que ces initiatives, le CNI va justement s'appuyer dessus. Parce que lui, il a 2 fonctions fondamentales aujourd'hui dans ses statuts. 1, la certification de l'existant. 2, la formation. La formation, c'est-à-dire que pousser, interpeller les cadres religieux, les imams, à aller se former pour ceux à qui il manque notamment un volet de formation. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le Conseil, à lui seul, fera tout le travail au sein des cadres musulmans. Tarek Oubrou, est-ce que le CNI peut y arriver? Donc, selon Amar Lasfar, ce ne sera pas suffisant. Et donc, qu'est-ce qu'il manquera ou qu'est-ce qu'il faudra réunir comme condition pour parvenir à cette réforme qui est essentielle, hein, parce qu'elle revient toujours sur la table, qui est celle du statut d'imam? Comme je me répète, la démarche n'était pas bonne et ne sera pas efficace. Il sera confronté à l'écueil, au rocher de la réalité complexe par nature. On ne peut pas demander à une institution aussi fragile que le CFCM d'organiser le ministère du culte incarné par les imams avec leurs différentes typologies. Donc, je pense que c'est une démarche qui se fait dans la précipitation et comme disent les mystiques, husn al-nihayat min husn al-bidayat. On ne peut pas garantir une arrivée si on fait un mauvais départ. Tout est donné dans les commencements. Quand on est tordu, on reste tordu. Et je pense qu'il faut plutôt que le CFCM, il faut qu'il se penche, il faut qu'il organise une réflexion en profondeur pour capitaliser ce qui se passe dans la réalité, une capitalisation. On a besoin de musulmans à l'interface de la société et de la communauté, les intellectuels. On a besoin des imams pasteurs qui s'occupent de la liturgie. On a besoin des imams théologiens. On a besoin des présidents qui gèrent administrativement le culte, etc. Moi, j'ai demandé à Moussaoui, dès sa première nomination, d'organiser dès le départ, avant même d'entrer dans l'action, d'organiser la réflexion sur
la mission du CFCM. Moi, pour l'instant, je ne vois que 3 pièces essentielles. La pièce financière indépendante, mais en connexion avec CFCM, avec une représentativité de CFCM dans cet organisme financier. Et puis, le conseil des imams autonome, une association déclarée par les imams, pour les imams, mais dont une partie d'imams sont désignés par le CFCM, et de trouver un modèle dans l'interdépendance pour tenir un équilibre et éviter le conflit d'intérêts. Très bien. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Je rappelle qu'on participait avec nous à cet échange Ousmane Timéra, qui est conférencier écrivain, Tarek Obrou, imam de la Grande Mosquée de Bordeaux et séiste également, et enfin Amar Lasfar, président de la Fédération musulmane de France, qui fait partie des 9 fédérations siégeant au Conseil français du culte musulman. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mizan TV.